Bienvenue sur ORTM 1 et bienvenue dans Malicoura Tassoria 3 qui installe son décor ce soir au cœur de la Venise malienne. Mopti, une ville cosmopolite d'accueil et d'hospitalité, bref, un grand carrefour de brassage de toutes les ethnies du Mali. C'est que lui vaut justement la renommée Soudou Baba, entendez par là Faso en bamanankan, Chemois en français. Et c'est là, dans le centre du pays, un peu plus de 600 km de Bamako, que nous avons le plaisir de recevoir le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagué. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et en plateau avec moi, mon confrère, un fils de la région, Mamoudou Bokoum, pour cet entretien. Bonsoir, Mamoudou Bokoum. Bonsoir, Khadijatou. Alors, monsieur le ministre, l'ORTM également a réalisé un reportage sur les acquis de votre département. Suivons ensemble. Le retrait du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger le 25 janvier 2024 est un tournant décisif dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Désormais, aux problèmes maliens, des solutions maliennes et les années 2024 et 2025 sont marquées par des avancées significatives dans le processus. C'est là à travers l'opérationnalisation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali qui a déjà tenu 3 sessions ordinaires et du Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali qui a tenu son premier conseil d'administration. Le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration a été relancé. Une opération est prévue courant 2025. Elle concerne 3000 ex-combattants issus des groupes armés et des groupes d'autodéfense, dont 2000 pour l'intégration et 1000 pour la réinsertion socio-économique. Des missions de prospection ont également eu lieu à Ségou, Mopti, Menaka, Tomokto et Gao pour définir les modalités de collaboration et de coordination avec les acteurs régionaux. Dans la même période, s'est tenu le processus de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte qui est l'une des recommandations phares du dialogue intermalien. Un dialogue qui a formulé de nombreuses autres recommandations qui ont été traduites en actions concrètes en vue de leur réalisation. Le département en charge de la paix et de la réconciliation nationale, conscient qu'il ne saurait y avoir de paix durable et de réconciliation véritable sans développement inclusif, s'est attelé à mettre en place des projets d'envergure nationale. Le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, et le projet de résilience communautaire et de services inclusifs au Mali, Malidenko, s'inscrivent dans cette dynamique. Ces 2 projets s'appuient sur l'approche de développement conduit par les communautés. Elles identifient elles-mêmes leurs besoins, planifient, exécutent et assurent la maintenance des projets. Parallèlement, s'est tenue la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation. Elle a permis de poser des actes concrets en faveur de la réconciliation, notamment la remise d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA aux victimes des inondations et aux personnes déplacées internes de la région de Gao, 50 millions à ceux de Koulikoro et 25 millions de francs CFA au SECOJEC pour renforcer les capacités techniques des équipes du centre. Au-delà des appuis financiers, cette édition a permis de renforcer les liens avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel avec la participation des délégations ministérielles du Niger et du Burkina Faso, créant ainsi un cadre de coopération régionale pour la paix et la stabilité. Plusieurs autres actions ont été posées, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour le retour de la population à Kidal, l'organisation de dialogues intercommunautaires et des missions de bons offices sur l'ensemble du territoire national ou encore la relecture des textes de la mission d'appui à la réconciliation nationale de la Commission nationale d'intégration et celle en charge du désarmement, démobilisation et réinsertion conformément aux recommandations du dialogue intermalien. Malgré ces acquis, des difficultés et défis subsistent. L'insécurité est une difficulté pour l'ensemble du processus. Elle est souvent mise en avant par les groupes armés et les groupes armés d'autodéfense pour retenir leurs effectifs. On note aussi les difficultés pour ces groupes armés de fournir des listes des vrais combattants et la sensibilisation de leurs hommes, sans oublier le fractionnement de ces groupes armés au cours du processus. Des difficultés sont notées également dans le processus de réparation des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme. Certaines dispositions ne correspondent pas aux critères légaux. Aussi, certaines zones restent difficilement accessibles pour constater les cas de violation à cause de l'insécurité. La mise à jour de la cartographie des crises traîne également, mais les perspectives restent bonnes. Les acquis vont être renforcés, les défis relevés. La main du gouvernement reste tendue, convaincu que la paix se construit ensemble. Il est donc impérieux de tourner la page des divisions pour bâtir un Mali uni, fort et souverain.
terrain. Encore une fois, merci Monsieur le ministre d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, quelle est la symbolique ce soir pour vous de nous accorder cette interview depuis Mopti, la Venise malienne? Mais merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux d'être là aujourd'hui à Mopti. C'est mon choix pour 3 raisons très simples. La première raison, quand on parle de conflits intercommunautaires, on pense toujours aux régions du centre. Et quand on parle des régions du centre, on parle de la région de Mopti. Les autres régions du centre sont issues de la région de Mopti. Douanza et Bandiagara sont tous des régions issues de la région de Mopti. Et on se souvient, dans un passé récent, il y avait un conflit intercommunautaire grave au niveau des régions du centre qui ont surtout mis en évidence des dysfonctionnements et des divergences entre, d'un côté, les Peuls, de l'autre côté, les Dogons et d'autres communautés. Dieu merci, aujourd'hui, grâce à des efforts combinés de sécurité, de réconciliation et d'autres facteurs, aujourd'hui les conflits sont vraiment résiduels. Donc être aujourd'hui à Mopti, en tant que ministre en charge des questions de gestion des conflits intercommunautaires, pour moi est un message très fort. Le second aspect, c'est que quand même en tant que ministre de la Réconciliation, du début de la transition à aujourd'hui, j'ai particulièrement fait le tour de toutes les régions. J'ai été à Taoudéni, à Tombouctou, à Kidal, à Ménaka, à Kaye, bref, partout. Mais chaque fois que je viens au niveau de la région de Mopti, je suis toujours accompagné d'autres ministres. Soit je suis dans la mission du président, soit je suis dans la mission des premiers ministres, soit je suis avec d'autres collègues ministres pour les aider dans leur domaine. Et je n'ai jamais fait un déplacement seul où je viens pour une mission particulière à Mopti. Ce qui fait que je profite de cette situation pour venir ici en tant que ministre de la Réconciliation, travaillant dans mon domaine pour la région de Mopti. La troisième raison, elle est assez simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent à tort que l'État du Mali, l'armée, a soi-disant des exactions contre les communautés Peuls. La région de Mopti est connue majoritairement pour être une région Peul et il faut que l'État soit aux côtés des communautés Peuls pour leur dire qu'il n'y a aucune exemption contre les Peuls. Les Peuls sont partout au Mali. Les Peuls sont au niveau de l'appareil d'État et les cadres Peuls ont géré des positions stratégiques au sein de l'État. Donc forcément, il ne peut y avoir de politique d'exaction contre l'ethnie Peul. Ce n'est pas possible. Par contre, il y a réellement des velléités contre les terroristes. Et c'est toutes les communautés qui se retrouvent dans le terrorisme. Il y a les Peuls, il y a les Dogons, il y a les Bambara, il y a les Sarakolé, bref, il y a tout le monde. Donc si l'État malien a des problèmes avec quelqu'un, c'est contre les terroristes. Il n'a aucun problème avec les communautés, particulièrement la communauté Peul, qui est une communauté chérie, qui est une communauté agropastorale que l'État soutient toujours, comme toutes les autres communautés. Donc ça, c'est les raisons fondamentales de ma présence ici, et que chacun puisse se sentir concerné par ça. Monsieur le ministre, belle coïncidence également, Mopti abrite la semaine artistique et culturelle. Quel message avez-vous porté ici? Déjà, le premier message, c'est que nous sommes quand même dans l'année de la culture, décrétée par son Excellence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ça, c'est la première raison. Le second aspect, c'est que vraiment j'ai l'insigne honneur d'être invité comme parrain par l'organisateur principal de la 3e édition de la semaine artistique et culturelle de Mopti, le maire de la commune urbaine, M. Issa Kansai, qui chaque année prend la peine quand même de m'inviter. Et malheureusement, pour beaucoup de raisons, je ne suis pas disponible. Et aujourd'hui, vraiment, je suis là pour honorer vraiment l'invitation qu'il m'a faite et je le remercie sincèrement pour ça. Et le troisième point, c'est vrai que la réconciliation surfe sur beaucoup de vecteurs. Mais le vecteur le plus important pour la réconciliation, c'est vraiment le vecteur culturel. Donc ce qui fait que année de la culture et semaine artistique et culturelle, et puis vecteur de réconciliation, c'est tout ça qui explique la symbolique de ma présence à Mopti.
Alors, Monsieur le ministre, un décor ainsi planté. Depuis 2012, le Mali traverse une crise multiforme qui a touché la cohésion sociale. Quelles sont les activités phares réalisées par votre département pour renforcer cette cohésion sociale aujourd'hui? On va dire de 2024 à 2025, le ministère de la Réconciliation quand même a mené beaucoup d'activités. Parmi ces activités, il faut noter majoritairement l'installation et la création du Centre pour la paix et l'unité au Mali, qu'on appelle communément le CPU. Et c'est une structure qui prend en compte l'aspect de non-répétition des crimes. Il y a aussi l'organisation des missions de bons offices, de réconciliation sur tous les territoires maliens. On a mené aussi des actions en organisant les communautés, comme les communautés Berabiche, les communautés Kelsouk, pour ne citer que ceci, et créer les conditions pour que ces communautés, une fois renforcées, puissent non seulement prôner la paix et la réconciliation, mais aussi être des vecteurs pour faire revenir leurs populations qui sont en dehors du pays, comme ceux-là qui se trouvent dans les camps de réfugiés de Béra et autres. Nous avons aussi participé à l'organisation du dialogue intermalien. D'ailleurs, les recommandations du dialogue intermalien, il y a une grande partie qui a été élaborée par nous et l'implémentation se poursuit. Aussi, à la sortie de l'accord pour la paix et la réconciliation, nous avons quand même procédé à la relecture de certaines structures qui s'en occupaient, comme la Commission nationale DDR, la Commission nationale d'intégration, et aussi avec le dialogue intermalien, parmi les recommandations, il avait été dit de redynamiser ce qui concerne la mission d'appui à la réconciliation nationale. Donc nous avons fait aussi la relecture de la mission d'appui à la réconciliation nationale ainsi que ses démembrements pour prendre en compte tous ces aspects. Aussi, dans le cadre d'un appui direct aux populations à travers les questions de développement, donc nous avons élaboré quand même un projet majeur que j'ai appelé le projet Mali Denko. Et aussi, il y a un autre projet que j'avais récupéré du ministère des Finances, que j'ai orienté avec une approche directe au profit des populations, que j'ai appelé l'approche DCC, c'est le développement conduit par les communautés. Donc, de façon, on va dire globale, ce sont ces activités majeures que nous avons menées en 2025. Alors, Monsieur le ministre, le 25 janvier 2024, le gouvernement de la transition a mis fin à l'accord pour la paix et à la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, via un communiqué. Quel est aujourd'hui le sort réservé aux structures de mise en œuvre du dit accord? Déjà, quand le gouvernement du Mali a décidé de se retirer de cet accord, la première action, ça a été vraiment de suspendre toutes les structures de mise en œuvre de l'accord. Il faut quand même que les Maliens sachent que l'accord de 2015 jusqu'à sa fermeture, il y a 95% des charges de cet accord-là étaient soutenues par l'État. C'est l'État qui soutenait financièrement toutes les structures de l'accord. Et les autres 5%, c'était seulement les partenaires qui finançaient leur propre participation. C'est pour ça que je vous dis, l'État a consenti des efforts énormes pour cet accord-là de 2015 jusqu'à sa fermeture. Ainsi, quand nous avons décidé de nous retirer, il y a déjà le comité de suivi des accords qu'on appelle le CSA et ses sous-comités qui ont été suspendus. Il y a la CTS, le comité technique de sécurité, qui a été fermé aussi. Il y a les EMOV, les équipes mobiles d'observation aussi, qui ont été fermées. Il y a aussi les MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, qui a été fermé. Il y a aussi le bureau du haut représentant auprès du président de la République de l'accord, qui a été fermé. Bien entendu, au niveau de certaines régions du Nord concernées par l'accord, la région de Taoudini, Tombouctou, Kidal, Gao et Ménaka, où on avait mis quand même des autorités intérimaires en lieu et place des collectivités. Et aussi au niveau des gouverneurs, il y avait des conseils spéciaux, donc c'était considéré comme des structures de l'accord. Donc les autorités intérimaires, leur décret a été abrogé. Il y a des délégations spéciales qui ont été mises en place. D'ailleurs, la mise en place au niveau de certaines régions continue toujours. Il y a aussi les conseils spéciaux, donc leur décret aussi a été abrogé. Maintenant, ce qui concerne la Commission nationale d'intégration, la Commission nationale de DDR et aussi le Conseil national de réforme du secteur de la sécurité,
Ces 3 structures qui sont des structures de mise en œuvre, en dehors de ça, sont considérées comme des structures d'intérêt public qui peuvent continuer au-delà de l'accord. Voilà pourquoi nous les avons relus pour extraire de ces structures toute mention à l'accord. Et puis nous leur avons donné une mission nationale et élargie aux groupes d'autodéfense comme les Danamassagou, comme les milices d'Onso et autres. Monsieur le ministre, parmi vos activités réalisées, vous avez tantôt cité le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité, qui relève de votre département bien sûr, une autre structure, notamment l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes de crise, qui est également à votre actif. Alors, où en sommes-nous avec l'opérationnalisation de ces 2 structures? Il faut savoir que le principe de la réconciliation aujourd'hui, c'est à travers la politique nationale de réconciliation, mais aussi à travers la politique nationale de réparation. Le principe de la réparation tel que prôné au Mali, c'est la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, c'est un levier qui s'occupe des victimes. Et la justice ordinaire s'occupe de ceux qu'on appelle les coupables. Mais la justice transitionnelle s'occupe des victimes. Je donne un exemple très simple. Quand il y a un conflit, il y a des violations graves des droits de l'homme, on peut détruire les bâtiments, on peut s'en prendre physiquement aux gens, on peut accuser qui? On n'a pas une idée claire de qui sont les criminels, de qui sont les coupables. Mais par contre, il faut trouver des solutions pour les victimes. Et c'est la justice transitionnelle justement qui prend en compte cet aspect. Donc parmi les leviers de la justice transitionnelle, il y a le principe de réparation, il y a le principe de reconnaissance, il y a le principe de porter à la connaissance publique et le principe de soutien. Donc, il y a ce qu'on appelle l'AGRV, l'autorité de réparation pour la gestion des violations graves des droits de l'homme. Et cette autorité est apparue à la fin de la mission de la Comité Vérité, Justice et Réconciliation, qui, elle, était une structure de mise en œuvre de l'accord. Mais cette structure, on l'a fermée avant la fin de l'accord pour justement que l'AGRV prenne place. Et aujourd'hui, l'AGRV, nous sommes en phase d'opérationnalisation. Elle est déjà fonctionnelle. Les antennes sont déjà au niveau des différentes régions. Et la CVGR, en partant, quand même a légué à l'AGRV plus de 35 000 dépositions. Maintenant, ces dépositions sont en train d'être analysées pour que d'ici la fin de l'année, qu'on puisse commencer à procéder aux premières réparations. Donc notre ambition cette année, c'est quand même qu'on soit en mesure de réparer au moins 2000 personnes d'ici la fin de l'année. Donc les différents spécialistes sont en train de travailler pour ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment attendu des populations, surtout des populations qui sont victimes de ces violations graves des crises, et surtout les populations du Nord. En ce qui concerne le Centre pour la paix et l'unité au Mali, ce centre, ça met en œuvre le principe de non-répétition de la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'il faut créer les mécanismes pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Donc voilà pourquoi nous avons imaginé et pensé ce centre-là qui puisse être quand même un levier pour qu'on puisse se remémorer de ce qui s'est passé et faire en sorte qu'on ne revive plus les mêmes questions qu'on a vécues en 2012. J'ai l'habitude de le dire que 2012, chacun l'a vécu à sa façon. Les populations du Nord l'ont vécu, les populations du Centre l'ont vécu, les populations du Sud l'ont vécu. Ceux-là qui étaient les populations sédentaires dans les régions du Nord, même les sudistes qui étaient au Nord, ce n'était pas facile pour eux. Et les populations arabes et tamashek aussi, qui étaient à Bamako, ce n'était pas facile pour eux non plus. Il y en a qui ont abandonné leur pays, certains sont allés dans les camps de déplacés. Donc 2012, c'était vraiment la folie. Donc, il est important que le Mali puisse s'en souvenir et qu'on ne puisse plus revenir sur ces choses. Donc voilà pourquoi le CPE est mis en place pour prendre en compte ce principe de non-répétition. À l'instar d'un peu de ce qui s'est passé au Rwanda avec le génocide, sachant que le Mali quand même c'est un mélange de tout. Au niveau du CPE, nous sommes en train de nous inspirer de la question de la gestion des autochtones au Canada. Vous savez que le Canada, quand les autres sont venus, les Indiens, ils se sont retrouvés des étrangers comme eux. Donc il y a leur gestion qui a fait l'objet de particularités. Quand on vient aussi en Colombie, avec la question des FARC, il y a une gestion particulière qui a été faite là-bas. Au niveau d'Israël, tout le monde sait pendant la Deuxième Guerre mondiale ce qui a été fait aux Juifs. Donc il y a une gestion particulière. La question du génocide, j'en ai parlé. Il y a aussi le cas chinois, où il y a la question des minorités, la question de Taïwan et la question du Turkestan oriental,
qui a bénéficié de l'objet d'une gestion particulière. Et le cas malien est un mélange de ces tout-là. Donc voilà pourquoi il est important qu'on puisse s'en inspirer, essayer de créer une structure qui puisse prendre cet aspect en compte. Le Mali, c'est un pays de brassage culturel. C'est un ensemble d'empires avec le brassage aujourd'hui où on en est là. Donc c'est une richesse culturelle immense qu'on a. Donc ce qui a créé le Sinanguya et autres, c'est ce brassage-là. Donc au niveau de ce centre, on va rappeler chaque communauté son histoire, les Sarakole comment ils sont venus, les Tamashek comment ils sont venus, les Soraï, ainsi de suite, le Peul comment ils sont venus, comment ils ont vécu en harmonie, pour qu'on puisse se dire que ce qui nous a liés autrefois et aujourd'hui qui a volé à l'éclat, revenons vers ça et créons les conditions pour qu'on soit vraiment à l'abri de revivre ce qu'on a déjà vécu. Je reconnais que le chemin est encore long, parce que jusqu'à présent nous continuons à y travailler, mais nous espérons vraiment qu'avec ces choses-là mises en place, nous pouvons enfin atteindre l'objectif qui est vraiment de vivre en paix et de vivre ensemble. Monsieur le ministre, on se rappelle en février dernier, vous avez annoncé le démarrage du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et l'intégration. Alors, ce processus concerne qui concrètement et où en êtes-vous avec sa mise en œuvre? Vous savez, le DDRI tel que demandé, ça fait partie des recommandations du dialogue intermalien. Donc, dans la phase d'urgence pour 2024, nous avons opté pour prendre en charge 3000 ex-combattants, 2000 pour l'intégration dans les forces de défense et de sécurité avec le rang de grade de soldat et 1000 pour la réinsertion socio-économique. Maintenant, ce processus, ceux qui étaient éligibles à ça, c'est les anciens mouvements signataires qui sont restés du côté de l'État, ce qu'on appelle les mouvements signataires républicains. Il s'agit entre autres du GATIA, du MSA, d'une partie du mouvement arabe de l'Azawad, des mouvements sédentaires, mais aussi élargi aux mouvements d'autodéfense comme Danmasagou, les milices Dogon et les milices Pelkonu. Donc, nous avons réparti les quotas de 2000 avec ces différents groupes. Ils ont partagé avec nous la liste des ex-combattants et nous avons aussi relu quand même les textes du DDR pour la simple raison que le DDR qu'on faisait ici avec l'aménagement, c'était un DDR qui n'était pas adapté. Donc ce n'était pas réalisable. C'était en contradiction avec nos réalités. Donc nous avons été obligés à faire évoluer le principe même du DDR au Mali pour l'adapter à notre situation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler rapidement pour qu'on puisse commencer les premières intégrations et réinsertions au niveau des régions de Ménaka, Gao, Tombouctou et Kidal. Alors, Monsieur le ministre, on en vient au dialogue intermalien qui s'est tenu en mai 2024. Plusieurs recommandations ont été formulées. Où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre de ces recommandations? Justement, le DDRI que nous sommes en train de conduire actuellement fait partie de la mise en œuvre de ces recommandations. Il y a aussi la question de redynamisation de la mission d'appui à la réconciliation nationale, la MARN. Donc, au niveau du ministère de la Réconciliation, nous avons travaillé cette question justement pour prendre en compte ces recommandations. Il faut savoir aussi que la charte pour la paix et l'unité au Mali, ça fait partie des recommandations du dialogue intermalien. Bien sûr, il y a une commission qui a été mise en place et le ministère de la Réconciliation travaille en étroite collaboration avec cette commission pour que cette charte, elle est déjà en phase finale, puisse être prise en charge et intégrée dans ce traitement. Donc c'est ce que je peux dire par rapport au dialogue intermalien en ce qui concerne le ministère de la Réconciliation. Parlons également, Monsieur le ministre, de la Semaine nationale de la réconciliation qui est à sa 3e édition à laquelle ont pris part les autres pays de la Confédération des États du Sahel. Pourriez-vous nous parler de quelques acquis de cette édition? La 3e édition s'est tenue dans un contexte de crise et d'état d'urgence à l'issue des inondations. Donc le format initial a été modifié pour se coller à la réalité du moment. Nous avons estimé qu'à ce moment-là, les populations avaient besoin de solidarité, ils avaient besoin de soutien et nous sommes sortis des activités festives comme le sport, comme les concerts et autres, qui, à notre avis, ne se collaient pas. Donc dans le cadre de cette solidarité, nous avons quand même décidé de lancer les activités de la CENAR au niveau de la région de Gao, qui était l'une des régions les plus touchées, où le ministère de la Réconciliation
avec le ministère du Développement social, nous avons quand même apporté un appui conséquent aux populations victimes. Il y a aussi ce qu'on appelle le SECOGEC, c'est-à-dire le Centre pour la gestion des crises. C'est une structure gérée par le ministère de la Sécurité qui s'occupe des catastrophes. Donc nous avons fait une visite au niveau de ces structures et nous avons aidé ces structures dans la gestion des crises. Et la région de Koulikoro aussi, qui a été l'une des régions les plus touchées, nous avons aussi apporté un appui au niveau de cette région au regard du fait qu'elle est un peu au sud. Et enfin, nous avons eu une approche sous-régionale dans la mesure où tous les pays de l'AIS étaient touchés par ces inondations. Donc nous avons invité les ministères en charge de réconciliation du Niger et du Burkina pour qu'on soit ensemble pour vraiment aller vers cette semaine de la réconciliation qui était vraiment dans un contexte d'état d'urgence, de solidarité et de soutien aux victimes. Alors, Monsieur le ministre, il y a deux grands projets qui sont logés au niveau de votre département. Il s'agit du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel et le Malidenko. Alors, quels sont les objectifs visés par ces deux projets? Le projet PCRSS, c'était un projet qui était au niveau du ministère de l'économie et des finances. Effectivement, le ministère de la Réconciliation était membre du comité de pilotage de ce projet. J'ai compris que ce projet peut m'aider à atteindre mes objectifs. Donc j'ai demandé au ministre de l'économie et des finances, dans la mesure où lui, il est beaucoup plus focalisé sur la gestion financière, de me laisser ce projet et que je vais essayer de l'orienter pour atteindre mes objectifs. L'un des problèmes au Mali, c'est le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Les gouvernés pensent que soit l'État ne fait rien, soit l'État ne fait pas beaucoup. Ils pensent que c'est les autres, les étrangers, les humanitaires, les ONG qui font le travail. Alors que chaque fois qu'il y a des projets, des programmes, des activités pour les communautés et les populations, soit l'État a autorisé, soit l'État même a fait. En ce qui concerne les projets communément appelés Banque mondiale et autres, ce sont des projets où l'État s'endette, et c'est remboursable, pour qu'il puisse intervenir auprès des populations. Et la chaîne est trop longue. Souvent, c'est les MOD, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage délégués. Souvent, c'est des ONG. Alors, je me suis dit que pour pallier à ce problème, il faut que l'État puisse avoir un levier pour intervenir directement auprès des populations. Et ça va créer la confiance entre l'État et les populations. Et ça va permettre aux populations de mieux comprendre et coopérer l'État. Et ça va permettre aux populations de mieux accepter les services de l'État qu'on lui apporte. Comme on peut comprendre, si on s'amuse à aller par exemple dans la région de Ménaka, et que si on veut avoir la situation exacte, les données exactes des déplacés et autres, il faut passer par le HCR, il faut passer par le CICR, il faut passer par autre chose. Les structures de l'État qui sont là-bas ne sont même pas en mesure de vous donner des statistiques fiables. Pour la simple raison que même les populations qui sont là-bas sont beaucoup plus redevables des humanitaires que de l'État. Alors que quand les humanitaires interviennent, c'est que l'État a donné son accord. Et quand les projets et programmes interviennent, c'est que l'État est derrière. Donc au regard de cette situation, ça m'a amené à faire partir des modifications apportées à la mission d'appel à la réconciliation nationale, où les équipes régionales d'appel à la réconciliation nationale sont en contact direct avec les populations, et enfin le comité communautaire de réconciliation qui sont jusqu'au niveau communautaire. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai réformé la MAN pour qu'à travers le ministère de la Réconciliation, qu'on soit directement en contact avec les populations, de but en comble. Et maintenant, j'ai fait en sorte que ces projets soient mis en œuvre et exécutés par le ministère de la Réconciliation lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est renforcer les capacités du département. Et comment renforcer les capacités du département? C'est recruter. C'est aussi simple que ça. On recrute, on forme. Ce que les ONG font, nous pouvons faire la même chose. Voilà pourquoi dans le cadre du PCRSS, où j'ai réorienté, qui couvre les régions de Tombouctou, Douanza, Bandiagara, la région de Gao,
et une partie de la région de Mopti sous l'ancien format, où quand même j'ai pu recruter plus de 200 jeunes dans leur terroir pour qu'ils puissent jouer le rôle d'animateurs qui les autres amènent. Et c'est ces jeunes qui sont dans leur propre population, et c'est ces jeunes qui parlent à leurs propres parents, et c'est ces jeunes qui font remonter les besoins de leur population, où on peut les gérer en compte. Et le DCC, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous mettons les populations au cœur. C'est les populations qui vont dire de quoi on a besoin. C'est les populations qui vont dire on veut telle entreprise pour faire le travail. Et c'est les populations aussi qui vont exécuter le travail et l'État va les aider. Ça veut dire tout simplement que de bout en bout, c'est la population qui dit j'ai besoin de ça, ce dont j'ai besoin, telle personne peut faire ça pour moi, ça coûte tant, j'ai ça et je l'ai fait, et à la fin de la journée, la population est satisfaite parce qu'elle a ce qu'elle a demandé. Et ce projet, il est tellement novateur que je ne l'ai pas appelé le projet 80-20. Ça veut dire quoi? Si 100% des ressources sont là, je fais en sorte que les 80% des ressources soient aux populations et les autres 20%, c'est la gestion du projet. Quand vous regardez les projets existants, il faut juste vous renseigner. Vous pouvez savoir que soit c'est 50% qui sont retenus pour la gestion du projet, soit c'est 60%. Et les 40 ou 50% qui vont aller au niveau des populations, il faut être regardant pour savoir s'ils arrivent. Voilà pourquoi il est important que les efforts consentis par l'État, qu'on soit sûr que ces efforts arrivent aux populations. Et ça a tellement bien marché sur le terrain qu'à l'issue de la victoire militaire de Kidal, le 23 novembre 2023, je vais toujours magnifier les forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail inimaginable. Et nous avons dit que l'action militaire, elle seule, ne suffit pas. Maintenant, il faut développer un autre programme qui va apporter les soutiens, les services aux régions nouvellement sécurisées. Voilà pourquoi, pour une fois, l'État du Mali, à travers le ministère de la Réconciliation et tous les départements, ont monté un projet de bout en bout. Ça a été monté de bout en bout pour atteindre nos objectifs nous-mêmes. Et ça se fait avec l'approche DCC. Et nous couvrons les régions de Taoudéni, les régions de Kidal, une partie de la région de Tombouctou, la région de Kaï, la région de Nara et la région de Nioro. Donc nous estimons qu'avec ces deux projets, le PCRSS qui va être en vie jusqu'en 2026 et le projet Mali-Denko jusqu'en 2029, nous estimons qu'avec ces deux projets, nous allons avoir suffisamment d'impact auprès des populations au niveau villageois, au niveau commune, pour qu'ils puissent sortir un peu, on va dire, de la précarité. Ce sont des projets innovants. Alors, quel doit être le rôle de la mission d'appui à la réconciliation pour la mise en œuvre de ces deux projets? Justement, la mission d'appui à la réconciliation nationale, c'est elle qui est l'unité d'exécution de ce projet sur le terrain. Voilà pourquoi au niveau des équipes régionales d'appui à la réconciliation, il y a ce qu'on appelle un expert DCC. Et maintenant, au niveau des comités communaux de réconciliation, qui sont au niveau de chaque commune, il y a des superviseurs qui sont à ce niveau. Et au niveau de chaque commune, il y a des facilitateurs qui sont recrutés au compte de la mission d'appel à la réconciliation nationale, qui sont en contact direct avec les populations. Chaque facilitateur peut couvrir 10 à 15 villages. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la journée, au niveau des zones couvertes par ces deux projets, que chaque village soit couvert par un facilitateur qui est sous les ordres des comités communaux de réconciliation, que chaque commune soit couverte par un superviseur qui est membre du comité communal de réconciliation, que chaque région soit couverte par un expert DCC qui est membre de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation, et la mission même d'appui à la réconciliation nationale à Bamako, elle-même, a un certain nombre d'experts qui vont suivre ça et en contact direct avec le département. Monsieur le ministre, vous savez autant que nous, instaurer la paix et la réconciliation, ces deux missions sacerdotales, alors qui sont inscrites vraiment dans la liste de vos priorités. Donc, quelles sont alors les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en essayant de bâtir la paix et la réconciliation? La première difficulté qu'on a, c'est que le tissu social était extrêmement dégradé. Donc nous étions dans une situation extrêmement difficile. Il y avait un conflit grave au nord qu'on a essayé de couvrir à travers l'accord qui peinait à arriver.
un conflit intercommunautaire grave au niveau du centre, le terrorisme un peu partout et les difficultés entre les différentes communautés. Donc c'était une situation extrêmement difficile. La première difficulté, c'était comment donner de l'espoir et comment mettre fin à ça. Donc il fallait mettre en place une stratégie qui puisse prendre cet aspect en compte. La seconde difficulté, c'est le manque de confiance même entre les gouvernants, l'État et les populations. La troisième difficulté, c'est l'aspect sécuritaire induit. Donc, comment on peut mettre les gens en confiance s'il y a l'insécurité résiduelle qui est là? Il y a aussi l'insécurité active qu'on appelle le terrorisme qui crée un problème. Il est extrêmement difficile de savoir qui est terroriste, qui ne l'est pas. Pour la simple raison que les terroristes font partie des communautés. Les terroristes se cachent au sein des communautés. L'État du Mali a des difficultés à déployer des militaires partout. D'ailleurs, aucun État n'est en mesure de le faire. On nous demande d'assurer la sécurité niveau village. Quand je prends par exemple un cercle, on peut trouver au niveau du cercle une cinquantaine de communes. On peut trouver au niveau de chaque commune une soixantaine de villages. Et on demande d'intervenir au niveau de chaque village, de ces 60 villages, au niveau de chaque commune, de ces 50 communes. C'est extrêmement difficile. Et forcément, tant qu'il y a l'insécurité résiduelle au niveau de ces villages, où les communautés elles-mêmes sont victimes, soit il y a certains qui sont sympathisants, soit il y a certains qui sont forcés. Et comme l'État n'est pas en mesure de déployer des militaires dans chaque village, donc ça va rendre la réconciliation extrêmement difficile. Donc ça, ce sont quelques difficultés qu'on a relevées. Il y a certains on a pu améliorer, il y a d'autres nous continuons à travailler sur les schémas pour essayer de trouver la solution définitive. Alors au-delà de ces difficultés, dites-nous quelques défis que vous avez pu relever dans la restauration de la paix au Mali. Déjà, le premier défi, c'est comment nous avons pu quand même orienter l'accord pour la paix et la réconciliation pour atteindre nos objectifs, même si après nous sommes sortis de l'accord parce que les mouvements signataires qui étaient en face, il y a une grande partie qui n'était pas de bonne foi. Et nous avons compris aussi qu'il y a l'implication internationale qui crée des problèmes. Il faut savoir que l'un des défis majeurs que j'ai pu relever au sein de l'accord, c'est comment amener les différents acteurs de l'accord autour d'une seule table et qu'on a mis en place un cadre de concertation intermalien qui nous a permis d'avoir des avancées réelles dans le cadre de l'accord. Ça, c'était important. Au moment où la transition venait, les mouvements signataires de l'accord et le gouvernement ne se parlaient plus. Mais avec l'arrivée de la transition, nous avons pu organiser quand même des séances de CSA de façon régulière. Nous avons pu être à Kidal et nous avons pu avoir beaucoup d'avancées. Mais malheureusement, la réalité nous a rattrapés. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup d'implications internationales qui ne voulaient pas que les Maliens s'entendent entre eux. Il y a aussi un certain nombre de Maliens qui avaient d'autres objectifs que la paix. Le second défi que j'ai pu relever, c'est vraiment comment nous avons pu quand même mettre fin à la CVJR et créer l'alternative avec la GRV. Et la GRV, c'est un outil extrêmement important. Et quand le travail de réparation va commencer, je vous assure, ça va donner de l'espoir aux Maliens. Le troisième défi que j'ai pu relever, c'est vraiment comment nous avons pu organiser à hauteur de souhait le dialogue intermalien et créer les conditions que le dialogue intermalien puisse prendre en charge les difficultés qu'on a rencontrées au niveau de l'accord. C'est-à-dire comment aller poursuivre les réformes politico-institutionnelles, comment aller vers la refondation de l'État, et puis comment s'occuper des réfugiés, des déplacés, comment mettre en place un système humanitaire efficace, et enfin, comment reprendre tout ce qu'il y a comme activité de dialogue et autres qui se veut comme une alternative à l'accord. Et le dernier défi, vraiment, que nous avons pu relever, c'est comment on a pu créer les conditions à travers la mise en place d'une stratégie de retour des réfugiés, particulièrement de Kidal. C'est vrai qu'à Kidal, il y a l'État qui a occupé la ville, mais si les occupants traditionnels de la ville ne sont plus là-bas, c'est une demi-victoire. Parce que les populations doivent être contentes si les militaires viennent. Mais si les populations sont effrayées parce que les militaires sont là, soit elles sont mal informées, soit on leur fait peur, on ne va pas dire que c'est une victoire. Donc nous avons pu quand même mettre en place une stratégie
où au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre important de populations qui étaient parties, qui sont en train de venir. Et aussi une stratégie de retour des populations que nous avons mis en place un peu partout, avec le renforcement des communautés. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, de façon volontaire, il y en a qui déposent les armes. Il y en a même qui étaient dans les camps des réfugiés de Beira qui sont en train de venir. Et le dernier défi majeur que j'ai relevé, c'est vraiment la compréhension commune autour de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Déjà, au niveau de la Marne même, nous avons élargi les champs de domaine de la réconciliation des experts. Les questions religieuses maintenant sont traitées, les questions foncières étaient déjà traitées, c'est renforcé, les questions juridiques sont traitées, il y a toutes les questions éducatives autres là qui sont traitées avec 20 experts. Au niveau des équipes régionales d'appel à la réconciliation, nous sommes en train de créer des équipes au niveau de toutes les régions, les 19 régions et les districts de Bamako. Et dans la mesure où nous avons donné une force incroyable aux légitimités, il y a même une journée de légitimité qui a été mise en place. Le chef de l'État les a renforcés. On parle même d'eux au niveau de la Constitution. On leur a même donné des drapeaux. On leur a même fait une reconnaissance. Maintenant, c'était donner un rôle de réconciliation important à ces légitimités. D'ailleurs, les mécanismes traditionnels de résolution de conflits jouent sur la question de légitimité. Et c'est pour ça que, dans la réorganisation, nous avons demandé à ce que les légitimités traditionnelles et coutumières les plus influentes soient à la tête de ces équipes régionales d'appui à la réconciliation. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des régions où aussi l'autorité morale la plus respectée est le chef. Quand elle parle, tout le monde a parlé. Et en même temps, dans les équipes, nous avons quand même fait en sorte qu'il y ait des représentations importantes des groupes. Par exemple, les religieux sont représentés à travers le Haut Conseil islamique. Si nous prenons au niveau de chaque région, capitale régionale, le président du Haut Conseil islamique, c'est une autorité religieuse morale extrêmement importante qui est dedans et sa voix compte. Quand je prends par exemple la CAFO, la présidente régionale de la CAFO, c'est une voix importante, sa voix compte. Donc si la présidente régionale de la CAFO parle, on peut dire qu'il y a une voix importante des femmes qui a parlé. Si je prends aussi le conseil régional de la jeunesse, donc si le conseil régional de la jeunesse parle, il y a des chances qu'une partie des jeunes a parlé. Qui ne connaît pas le Récotrade dans sa mission de réconciliation? Mettre le Récotrade au cœur des équipes régionales d'appui à la réconciliation, c'est lui donner sa mission officielle qu'il fait tous les jours. Donc le fait de mettre ces grandes fêtières ensemble au sein d'une même structure pour des missions de réconciliation, je pense que c'est une avancée majeure. Je pense que ça fait partie des défis. Alors, Monsieur le ministre, il y a l'ANCD également qui a baladé son micro concernant la paix et la réconciliation au Mali. Suivons ensemble. Waati na bɛn bɛ ka na maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ parce que fɔlɔ la n'an kun y'a ta k'a lajɛ waati dɔ kɛra maliyɛnw tun tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni donc mais sisan n'an y'a ta k'a lajɛ jamana kanu bɛ ka don maliyɛnw na et puis jamana ɲɛmɔgɔw kanu bɛ ka don u la hali n'a sɔrɔ ni nin waati na ni bɛɛ tɛ hakilina kelen na. Réconciliation bɛ kɛ i bɛ jamanadenw bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan. Bon, o de ye réconciliation ye mais ka taa kulu dɔw ta dɔrɔn k'o fara ɲɔgɔn kan k'olu de ye jamanadenw ye olu ka kuma ko réconciliation kɛra bɔ ne bolo o tɛ réconciliation fanga tɛ se ka dɛsɛ jamana jɔli la wa fanga tɛ se ka jamana jɔ ni jamanadenw tɛ jamanaden bɛɛ de bɛ participer jamana jɔ la fanga yɛrɛ ka laɲini kan ka k'o de ye ka jamanaden bɛɛ participer jamana jɔ la. Ni kan ye nin man ye an t'o tile la bilen jamanaden bɛɛ hali ni man ye a t'i bɔ jamanadenya la o donc jamanaden bɛɛ jamanaden de ne kɔni ka hakili na jamanaden bɛɛ de kan ka participer fanga kan ka bɛɛ participer jamanajɔ de la. Jamana kɔnɔ bi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka critique kɛ fanga sira fɛ o b'o écarter bon ne kɔni bolo n'i bɛ bɛn kɔ o man ɲi bɛn bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan i ni o ye jugu ka essayer ka bɛɛ ka lahala dɔn. Ani bɛɛ ka laɲini dɔn jamana in a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa a bɛ se ka bɔ kɔnɔ cogoya min o y'an ka faamuya ye mais assise o bɛɛ dɔ ye parce que u ye dɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛlɛ min hukumu kɔnɔna na de
i b'a ye puissance ninnu bɛɛ an bɛ k'an jigila hali irisi mun kan bi n'an bɛ irisi fo n'an a y'an dɛmɛ ko caman kɛ irisi yɛrɛ bɛ ka sigikafɔ ɲini ani Ukraine cɛ pourquoi pas an yɛrɛ tɛ sigikafɔ ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ surtout minnu kɛlen bɛ ka marifa ta est ce que mɔgɔ b'u la minnu tɛ se ka sigikafɔ kun wa ou bien mun c'est à dire fɛn wɛrɛw kɛlen bɛ k'u bila la est ce que an t'olu ɲɛɲini wa. bɛɛ ni keleya ni lahalaya minnu b'a k'o taabolo la taa ɲɛ soit a taabaliya ɲɛ maa maa n'i ko ko a k'o tɛ ka taa ɲɛ bon o n'a kɛ ko wɛrɛ de y'i fɛ n'o tɛ baara kɔni bɛɛ ka taa ɲɛ faamaw bɛ baara la dɛ u bɛ baara la ko baara taabolo ka ɲi nka fɛn minnu bɛ sen na fo mɔgɔw y'u hakili ka se o yɔrɔ de ye k'o faamu o kuma fɛn min bɛ se ka an b'o dingɛ kɔnɔ o ye dugawu de ye. Voilà, Monsieur le ministre, beaucoup de défis que vous avez pu relever et concernant les groupes armés et les terroristes qui ne se sont toujours pas ralliés au processus de paix, est-ce que la main du gouvernement reste toujours tendue? La main du gouvernement reste toujours tendue et éternellement tendue. Parce que le gouvernement de transition, c'est un gouvernement certes ferme, mais c'est un gouvernement épris de paix, épris de réconciliation pour mettre tous les Maliens ensemble. Je suis heureux de dire que 80% des anciens mouvements signataires aujourd'hui sont avec l'État. Ceux-là qui ne sont pas avec l'État, ce sont les mouvements qui se sont alliés aux terroristes. Ce sont les mouvements qu'on retrouve au sein du Front de libération de l'Azawad qui a été créé récemment. Et ce Front de libération de l'Azawad a fait une alliance très claire avec le JNIM. Donc, ce sont des mouvements terroristes. Qu'à cela ne tienne, la main est toujours tendue à tout Malien qui s'est trompé, qui a rejoint l'autre groupe. Nous leur demandons de venir, de s'inscrire dans la dynamique de réconciliation nationale à travers les recommandations du dialogue intermalien. Seulement, il faut que les gens comprennent que l'impunité fait partie du problème. Il y a quand même des Maliens qui ont causé du tort à d'autres Maliens. Tout le monde a vu l'état du bateau Tombouctou. Quand même des Maliens ont attaqué le bateau Tombouctou, ils ont tué des femmes et des enfants, et ressortissant de ces régions, et ils l'ont revendiqué. Publiquement, ils l'ont revendiqué. Ce sont des actions qui ne peuvent pas être impunies. Donc chaque fois qu'il y a un Malien qui est impliqué dans un crime grave, la main est tendue, mais quand même la justice aussi va faire son travail. Donc c'est à ces conditions que nous demandons à tout le monde de venir. La main est toujours tendue. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, ça va être géré normalement. Ceux qui ont des choses à se reprocher, la justice va être mise en place. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment le Mali et les Maliens qui ont gagné. Alors, mon général, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de votre département? Aujourd'hui, la priorité des priorités que j'ai, c'est vraiment comment trouver les opportunités, comment créer les conditions pour que les Maliens se sentent à l'aise dans le processus de développement. Voilà pourquoi je fonde beaucoup d'espoir sur les projets qui sont en train de mettre en place et je suis sûr que ce sont des projets novateurs pour les populations. La question de la réparation. Il faut savoir que nous sommes allés de 1960 à nos jours. Ça veut dire que même dans un passé relativement lointain, depuis les premiers jours de l'indépendance, tout Malien qui pense à raison ou à tort, qui ont été victimes d'injustice, qui ont besoin d'être réparés, donc la GRV est là pour eux. Bien sûr, il y a des zones clés, il y a des points clés. Donc, aller vers une réparation efficace dans la durée, ça c'est vraiment les bonnes perspectives. Et le dernier point, c'est vraiment la fonctionnalité totale et l'opérationnalisation du Centre pour la paix et l'unité au Mali, que j'estime que ce sera vraiment le centre idéal où tous les Maliens peuvent se retrouver, se recueillir et se rappeler les bons moments, se rappeler les mauvais moments et faire en sorte qu'on ne puisse plus revenir, revivre les choses qui ont rendu le vivre ensemble difficile. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous avez ce soir un message particulier étant sur les berges du fleuve Niger à Mopti? Le message particulier que j'ai pour les Maliens en tant que ministre en charge de la réconciliation,
c'est qu'il faut que les Maliens se fassent confiance en eux-mêmes. Il faut que les Maliens fassent confiance à leurs dirigeants. Il faut que chacun comprenne que c'est les Maliens seulement qui peuvent trouver des solutions aux problèmes des Maliens, pas d'autres personnes. Les autres peuvent nous aider, les autres peuvent faciliter, mais c'est nous seuls qui pouvons trouver des problèmes à nos problèmes. Ce qu'on a vécu ensemble dans le passé, on peut revenir au même niveau. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est possible. Il faut qu'on accepte nos différences, il faut qu'on accepte nos minorités, et puis il faut qu'on accepte les consensus pour valoriser le vivre ensemble. Je demande à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, de l'intérieur comme de l'extérieur, de se sentir maliens, de penser à la construction nationale. Et ceux-là aujourd'hui qui sont à l'extérieur, qui pensent à tort que l'État du Mali a quelque chose contre eux, il est temps pour eux de venir. Venez chez vous. Vous ne serez jamais chez vous à l'extérieur. Jamais. Chaque fois que vous êtes là-bas, on dit ce Malien-là, ce Malien-ci. Mais c'est dans ton pays que tu es chez toi. Et je les invite à venir dans leur pays et à créer les conditions de vivre ensemble et du développement harmonieux. Voilà, tout à fait, monsieur le ministre. Un proverbe africain dit que la paix est le fruit de la compréhension mutuelle et la cohésion est le fil qui unit les cœurs. Ce proverbe met en avant l'importance du dialogue et de l'empathie pour bâtir une société pacifique et unie. C'est pourquoi les autorités de la transition, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, mettent tout en œuvre pour mettre fin au conflit et créer un environnement pacifique et stable pour tous les Maliens. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de vous avoir prêté à nos questions. Merci également à vous, Mamoutou Bokoum, mon confrère de la radio Kaoral. Merci, chers téléspectateurs, et à très vite sur ORTM 1.